le taux de participation, on ne l'a pas. Ils ont eu la malchance de nous dire qu'ils vont nous donner les résultats, soit le 12, soit le 13. Hier, c'était le 12. Après 24 heures, ils n'ont rien donné. On est le 13 ça va finir. J'espère qu'ils vont donner les résultats, mais j'espère pour rien, parce que je sais que ce cafouillage-là ne peut pas mettre au monde des résultats normalement en 48 heures. C'est pas possible. Vous avez dit ça et les médias internationaux reprennent déjà que la Sénat du Bénin va donner les résultats soit le 12, soit le 13. Heureusement, futés, ils disent du moins selon leur calendrier, parce qu'on est sous les tropiques. Vous voyez, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. 48 heures après des scrutins, on n'a aucune idée du taux de participation. Qu'aucune chaîne, justement, n'est autorisée, même à parler des résultats sortis des urnes, puisque la HAC l'interdit fortement. Et la seule structure habilitée à le faire, c'est la Sénat, mais silence cimetière. Dans mon quartier, vous imaginez qu'au niveau du coup primaire Todoa, où je suis allé faire le constat, les populations ont voté seulement pour les législatives. Ils n'ont pas eu de bulletin de vote pour les communales jusqu'à 11 heures. Et ceux qui n'en pouvaient plus ont demandé à voter seulement pour les législatives. Dans d'autres centres de vote, ils n'ont pas eu les bulletins pour les législatives. Il y a des partis, on n'a pas envoyé leurs bulletins aussi dans des endroits donnés. C'était une vraie pagaille organisée, surtout pour le mai où j'ai pris la peine de me balader dans les points de vote, voir, faire le constat, voir ce qui n'allait pas. Je me dis, avec ça là, est-ce que on peut s'attendre à des résultats aujourd'hui même? Je ne sais pas. Heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission Que dit la presse. Nous sommes au mardi 13 janvier 2026. Commençons cette émission comme d'habitude par la une des journaux. Le territorial, succès éclatant des Vodou Days 2026. Le Bénin s'inscrit dans le cercle des grandes nations de culture. Double scrutin du 11 janvier dernier. Les regards tournés vers la cour jeudi prochain. Le télégramme législatif et communal de 2026 au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile constate une différence de taux de participation entre les deux scrutins. Élections législatives et communales 2026, peut-on lire à la page 10 de ce quotidien. Les bureaux de vote ouverts jusqu'à lundi. Le président de la Sénat, Saka Lafia, explique le retard à Cotonou. Législative 2026, la Cour constitutionnelle annonce les résultats du scrutin pour le 15 janvier. Vodou Days, le TOFA 2026 révèle le Lososa. Le grand jury Vodou Days, la ville de Ouida a assumé et s'est confirmé. Adjakia News, Vodou Days 2026, l'événement a connu un succès éclatant. Ouida confirmé vitrine culturelle majeure mondiale. Toujours avec le quotidien Adjakia News, Bénin après le double scrutin législatif et communal du dimanche, l'heure de vérité pour les partis et les candidats. Cannes Maroc 2026, les demi-finales explosives ce mercredi. La boussole, scrutin du 11 janvier 2026, Parakou vote divisé, des résultats fragmentés. Une mairie sans propriétaire visible pour le moment, aucun parti n'a pu atteindre la majorité absolue, rapporte ce quotidien. Les 4 vérités. Élection générale du 11 janvier 2026, le professeur François Abiola, porte-voix de la Sénat au débat de la nuit électorale. Législative de 2026, les résultats publiés au plus tard jeudi, selon le président de la Cour constitutionnelle. Législative 2026, toujours avec le quotidien Les 4 vérités. Voici les modalités d'attribution des sièges. Da Barou, processus électoral en cours au Bénin, la Sénat reçoit une mission d'information de la CEDEAO. Le meilleur, élection législative du 11 janvier 2026, le président de la Cour constitutionnelle annonce les résultats pour jeudi prochain. Le meilleur, élection législative du 11 janvier 2026, la Cour constitutionnelle annonce les résultats pour jeudi prochain. Et nous bouclons avec le quotidien Matin Libre. Élection communale et législative du 11 janvier 2026. Décryptage des premières tendances. Résultats connus au plus tard jeudi. Apprend-on dans les colonnes de ce quotidien.
Succès éclatant des Vodun Days 2026, Ouida confirmé vitrine culturelle majeure mondiale. C'est donc sur le quotidien Matin Libre que nous bouclons cette première partie consacrée à la une des journaux. Nous marquons une courte pause, le temps pour nous d'installer les confrères en studio. Pour l'instant, débat. Que dit la presse? Que dit la presse? Retour en studio ce matin pour l'instant décryptage et pour cet exercice, j'ai deux confrères avec moi, Vigile Avancé. Vigile, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Aubry Nyankadia, deuxième débatteur dans cette émission, il est journaliste, directeur de publication du quotidien Le Paraclet. Aubry, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. On est toujours sur un fait d'actualité qui retient l'attention des Béninois, les élections du 11 janvier dernier. On revient sur ça, Vigile Avancé. Vous étiez aux urnes. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme affluence dans les urnes? Je n'ai pas remarqué d'affluence, on m'a dit plutôt. Je n'ai pas remarqué d'affluence, moi qui suis né au Bénin, qui vote depuis Kérékou, pour ne pas dire plus. Je connaissais comme beaucoup de Béninois ce que c'était les élections, la ferveur, l'emballement que cela suscitait. Il fallait choisir d'aller voter avant d'aller à la messe, à l'église, ou voter au retour. Et généralement, les gens votaient avant d'aller à la messe. Il y avait de bousculades. Cette fois-ci, ou depuis 2016 au moins, on n'assiste plus à cet engouement-là. On n'assiste plus à cela. Comme par hasard, moi j'étais en face des étudiants hier, donc au lendemain du moins, du scrutin, ou des scrutins, des deux scrutins, de les sonder. Qui sont ceux qui sont en âge de voter ici? Je les ai vus. Qui sont ceux qui ont voté? Je vous assure que sur 41 étudiants, c'est 3 qui sont allés voter. Pour des étudiants. Qui comprennent normalement l'enjeu. Qui sont au moins allés à l'école, n'est-ce pas? Qui comprennent, comme vous dites, l'enjeu. Alors vous comprenez que je vais savoir, je vais leur demander, mais pourquoi vous n'êtes pas allé voter, ceci, cela. Et j'ai compris que c'est le même cliché que au niveau de toute la population. Vous allez partager avec nous tout à l'heure les causes de ce désert au niveau des postes de vote. Aubry Nyankadia, vous étiez aux urnes, vous? Oui, j'étais parti voter comme tout bon citoyen. Et comme vigile, j'ai remarqué carrément un désintéressement de la chose électorale au niveau de la population. Les gens ont préféré, alors que c'était bien dit qu'on ne devrait pas ouvrir les églises, les marchés ne devraient pas s'ouvrir avant 20 heures. C'était tout à fait le contraire. Les gens ont préféré aller adorer leur Dieu. D'autres ont préféré aller chercher leur pitance du jour. Et certains ont choisi de ne pas sortir de leur maison. Dans ma vente, où je vis, j'étais carrément l'un des seuls à aller voter. Ils m'ont dit, ayon ni adou, wazon adjon yi dogbe eton. Mire madunde, ma yon de miye wadon, yo don eton le. Au grand do we meton alors moyon, mais les gens ton ma tout là. Donc c'est un peu ce qui se dit. Les gens se disent, il n'y a pas d'enjeu. On vote finalement. Et ce qui sort, ce n'est jamais ce que tout le monde veut voir. Donc l'abstention a été, on ne dirait pas record, mais les gens ont choisi de ne pas voter. Et pour les rares bureaux, j'ai eu à visiter aussi à la fin, les bulletins nuls battaient carrément beaucoup de candidats ou battaient beaucoup de partis politiques. C'était le constat. Vigile Avancé, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au dernier moment, quand on a eu deux communiqués, un communiqué du ministre de l'Intérieur qui demandait aux gens de ne pas aller au marché ou annonçait la fermeture des marchés. Et dans un autre temps, on a eu un communiqué du secrétaire général du gouvernement qui indiquait que les frontières resteront ouvertes. Est-ce que là, une ambiguïté entre le message d'aller voter ou de ne pas aller voter? Mais très clairement, c'est un imbroglio, un cafouillage total. Le secrétaire général du gouvernement dit une chose, le ministère de l'Intérieur dit une autre, quelqu'un vient et rectifier l'autre à coup de, clébé et autres. C'est désolant. On se dit simplement que c'est désolant pour le pays. Moi, c'est la première fois que j'entends que les frontières vont rester ouvertes et les frontières sont restées ouvertes. Je ne sais pas. C'était peut-être pour permettre aux gens de quitter leur voyage et de venir voter, non? Peut-être. Non, ce que vous dites ne se justifie pas. Partout au monde, quand il y a élection, on ferme les frontières. C'est comme ça. On ferme les frontières. Ils ont laissé les frontières
Mais ça n'a pas renforcé non plus le taux de participation. Ces gens ne sont pas revenus de voyage, comme vous l'avez dit, la faute était pourtant ouverte. Donc, non, s'il fallait tenir rigueur, donc il fallait fermer les églises, on va déployer plutôt la police à régler ça là, au lieu de... Non, c'est pas possible. Donc, on s'est mélangé les pédales sur toute la ligne. Malheureusement, le problème n'est même pas là. C'est pas pour ça là, c'est pas parce que les gens sont allés à l'église qu'ils sont pas allés voter. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Si les élections ne sont pas libres et transparentes, vous n'aurez pas les gens aux urnes. Les urnes seront toujours désertées, comme on l'a constaté. Aubry Nyankadia, vous avez constaté qu'il n'y a pas eu d'affluence. Les raisons, selon vous, qui peuvent expliquer ce faible taux en griffe? Non, mais vous et moi, nous n'avions pas eu le temps de quitter le Bénin depuis 2016. Donc on a vu les élections qui ont perdu de leur quintessence. Cette fièvre électorale où des partis se croisaient, on se chahutait, on se chamaillait, c'était une vraie fête. C'était les seuls moments où on se défiait, mais amicalement. C'est-à-dire tel parti promet à tel parti contrôler désormais tel quartier. Ça s'amusait bien. C'est totalement, cette fête est partie et avec l'élection de celle qui a permis d'avoir l'Assemblée qui est là, c'était en 2023. Janvier 2023. Les Béninois ont cessé de croire au scrutin. Les Béninois n'y croient plus, ça ne leur dit plus grand-chose. Ma mère, elle, je lui ai dit hier, tu n'iras pas voter, elle est restée un peu hésitante. Elle m'a dit, bon, là, il votait Maougoueche. J'ai dit, c'est quoi encore Maougoueche? Elle dit, je vote tout le monde. Et finalement, même, quel que soit celui que tu votes là, tout le monde sait à l'avance ce que ça doit donner, à peu près. Et je pense que, pour une première fois, où on a laissé l'opposition aller aux élections, moi, je crois que même ceux qui ont sauvé un peu la face, c'est peut-être les démocrates. Qui sont sortis pour les législatives. Oui, qui sont sortis. Ils sont sortis malgré ce désespoir qui est en eux. Certains sont sortis voter nul, d'autres sont sortis malgré qu'ils n'espèrent plus rien pour aller voter pour leur candidature. Eux plutôt ont fait massivement le déplacement. Du côté de la mouvance, je connais des mouvanciers que j'ai vus dans des camions crier derrière un candidat ici. Le jour de l'élection, je les ai vus au dehors. J'ai dit, vous n'allez pas voter. Mais j'ai un goût j'ai dit, bon, à grande parenthèse, hein, ce n'est pas pour parler d'une fois. C'est un diton de Porte-Nouveau. Mais un goût à ou Grafata, m'a donné des mains. Vous comprenez? Donc, c'est la fête électorale qui se passait a perdu tout son sens avec l'arrivée ou l'avènement de la rupture. Les gens ne s'intéressent plus. Vous votez, vous ne votez pas. Tout le monde sait ce qui arrive finalement. Mais Vigile Avancé, quand on évoque cette raison, c'est qu'on a tout fait d'oublier que pour participer à une élection, il faut des critères, il faut respecter ces critères pour être candidat, non? Oui, les élections, c'est des critères, comme vous dites, de sélection pour les candidatures. Mais il est flagrant que il est plus difficile aujourd'hui de faire les dossiers, de respecter les critères, comme vous dites, que le vote ou l'élection elle-même. Ce qui est un problème. Le dossier de candidature, on l'a déjà dit à satiété. Et ceux qui l'ont fait le savent, ils sont les premiers à le savoir. Et c'est parce qu'ils le savent et ils le veulent ainsi qu'ils l'ont concocté ainsi. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va perdre de temps là-dessus. Ils le savent. On ne peut pas faire le dossier pour aller à cet examen. Je considère les élections comme un examen. Ça ne peut pas être plus compliqué que l'examen lui-même. Le test, ce sont les élections. Le test de réussite, là, ce n'est pas qui est à même de faire les dossiers, des bons dossiers. Et puis, en parlant des bons dossiers, vous êtes des journalistes. Vous êtes des journalistes à la Sénat. Lequel des 5 partis politiques en compétition a véritablement son dossier à jour? Lequel des 5 partis politiques a véritablement son dossier à jour? Moi, je me pose la question et je ne vous donne pas la réponse. Donc, voilà le contexte dans lequel on est. Voilà le contexte dans lequel on est. Moi, je ne sais pas. Bon, considérons, souhaitons que ce soit la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Et que les choses vont se remettre
sur les rails, je vais être con à espérer. Je préfère, c'est pas mourir de ça que de désespérer complètement. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de... L'élection, je l'ai dit hier, a perdu de sa saveur. Il n'y a plus de sel, pour parler trivialement, dans nos élections. Mais nous, ça n'a pas de goût, c'est ça. Les gens se sont désintéressés complètement des élections. Regardez, moi je ne savais pas qu'il y avait encore d'engouement en les Béninois, quand on pouvait encore se prendre à rêver, à croire à une vraie compétition, quand on croyait que le duo de candidature de l'opposition pouvait aller en compétition pour la présidentielle. Regardez les Béninois partout, autour de vous. Tout le monde a vécu ça. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas tout ce que vous dites là. Les Béninois ne veulent que la compétition, une compétition saine, honnête, indépendante, transparente. Ils ne veulent que ça. Donc, à partir du moment où il n'y a pas ça, ne vous étonnez pas que les gens ne sortent pas pour aller voter. En plus de ce que, malheureusement, depuis 2019, on a comme introduit, en tout cas, on observe désormais la violence dans nos élections, malheureusement. Ce qu'on voyait ailleurs, ce qu'on voyait à la télé, ce qu'on voyait chez les autres, c'est venu chez nous. Et chaque élection, c'est avec son nombre de morts. En tout cas, 2019, il en a été ainsi. 2021, cela a été remis. Dans ce cas, qui, le cœur tranquille, peut sortir, aller voter? Le gouvernement a rassuré, non? Après les événements du 7 janvier. Oui, le gouvernement a rassuré, mais ça ne suffit pas. Le gouvernement a rassuré, ça ne suffit pas. Et le gouvernement même, quand vous voyez les choses, quand vous sentez, est-ce que vous pensez, est-ce que les populations sont bêtes? Le gouvernement dit ici qu'il ne faut pas qu'il y ait de pétards dans les quartiers, que les gens, comment dit-on, vendent ou importent des pétards. Moi, je ne connais pas votre cas, mais dans mon quartier à moi, je n'ai jamais entendu autant de détonations une année. Jamais. Il en a eu tellement que je me suis dit, bon, finalement, donc le gouvernement ne contrôle rien. C'est passé par où, tous ces pétards-là? Je pose la question à tel, on me dit, mais c'est la même chose dans mon quartier. Tel, c'est la même chose dans mon quartier. Peut-être que quand je le dis, ça évoque des choses dans la tête des uns et des autres. C'est ça. Donc, dans cette atmosphère-là, qui va en toute quiétude sortir pour aller voter pour les Béninois se disent du moins, et ce n'est pas vrai, pour une affaire qui ne les concerne pas. Pour une affaire dont ils ne sont pas bénéficiaires, c'est ce qu'ils se disent. Oubri Yankadja, est-ce que le contexte sécuritaire n'a pas contribué à affaiblir l'engouement des Béninois à aller aux urnes? C'est un secret de Polichinelle car à chaque élection, comme l'aime bien dit mon cher ami Arimi, à chaque élection, son lot de prisonniers et son lot justement de pleurs et de désolation. Les gens choisissent ne pas s'impliquer ni dans la campagne, ni dans le déroulement des scrutins, puisqu'ils se disent, même sans eux, l'histoire du Bénin s'écrira et s'écrira comme l'auront décidé justement ceux à qui nous avions confié les destinées de notre pays. Que Tantampillon n'ait pas voté, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé, au moins, il est chez lui, il dormira au chaud avec sa famille, il verra ses enfants, il aura le temps de réfléchir à comment payer la dernière tranche de sa contribution. C'est justement ce qui préoccupe aujourd'hui tout le monde. Personne ne veut se donner en victime inutile pour ces élections-là. Vous restez calmement chez vous, vous n'avez pas de problème. Et puis, quand c'est une élection où celui pour qui vous voulez voter, justement, vous ne le voyez pas sur une liste, c'est des histoires d'affinité. Quand on me dit Vigile est sur une liste, ne serait-ce que pour Vigile seul, je peux sortir de ma maison, espérant que, à travers lui, je lis un idéal qu'il peut porter. Et quand c'est une liste concoctée dans une petite chambre, qu'on amène, les gars ne se reconnaissent pas du tout à travers ces listes-là. Les gens ne sont ni fiers ni contents, justement, de ces listes-là. Les gens ont préféré rester chez eux. Et c'est une toute première fois, moi, j'entends que
pour qu'il y ait élection et que les frontières soient ouvertes. C'est la première barrière sécuritaire pour un pays. Nous fermons les frontières, nous finissons les élections, nous les ouvrons. Maintenant, est-ce que c'est pour rassurer les pays autour de nous que nous sommes suffisamment en sécurité et que rien ne se passera? C'est peut-être ça. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Les gens ont profité les chauffeurs ont profité pour ramasser leurs clients. Ils sont allés au Togo, ils n'ont pas voté. Les gens sont allés au Nigeria, ils n'ont pas voté. Ça a même facilité justement ce que nous avions constaté comme désert au niveau des bureaux de vote. Les gens préféraient aller chercher leur argent que de s'asseoir. La frontière est ouverte. Le garçon a de l'huile dans sa voiture. Vous voulez qu'il reste à la maison, qu'il dorme une journée. Les gens sont allés travailler. Je ne sais pas si le taux d'abstention ne dit rien. Ils ont convoyé des Béninois en dehors des frontières. Voilà. Les gens ont profité pour aller chercher leurs sous. Donc, le gouvernement seul sait à quelle logique cela répond. Nous, on est juste observateurs, on constate. Vigile, on sait sur ce taux de participation, aucun chiffre depuis le déroulement de ce scrutin, depuis le 11, j'allais dire. Est-ce que cela n'est pas inquiétant que même la Sénat ne nous donne pas premier chiffre en termes de taux de participation? Inquiétant, non, mais c'est plutôt honteux. C'est plutôt honteux parce que dans tous les pays où les élections sont organisées, les pays sérieux, le premier chiffre qu'on connaît partout au monde et depuis toujours, c'est le taux de participation. Ça, on le connaît le jour du scrutin. Et c'est le jour du scrutin que ça a de sens. Voyez-vous? Ailleurs, on connaît même le taux de participation le matin. À midi, généralement, ça progresse. Et on vous donne encore le taux de participation. Le soir, à la fermeture, vous avez le taux de participation final. C'est comme ça. Nous, on a une Sénat soi-disant professionnelle, une Sénat ad hoc ici. Mais est-ce que c'est de l'incompétence tout court? Est-ce que c'est un défaut matériel, défaut technique? Ou c'est fait délibérément pour camoufler des choses? Je n'en sais rien, je me pose des questions. Mais une chose est sûre, le constat n'est pas du tout agréable. Le constat n'est pas du tout agréable. Et le premier à être interpellé, c'est encore une fois le président de la Sénat, Saka Lafia. Saka Lafia, lui qui examine les dossiers et qui distribue les fautes mineures et les fautes majeures, lui, pour une fois qu'il est en compétition, il est en examen, où nous on peut l'évaluer, voilà sa copie. Voilà la copie qu'il présente. Une copie qui sûrement ne va même pas rendre le chef de l'État fier. Cette copie ne peut pas le rendre fier parce que c'est sa dernière élection. Et ce n'est pas glorieux du tout qu'on dise qu'il a d'abord eu ce cafouillage-là. On est en plein Cotonou et des gens, après 8 heures de temps, n'ont pas démarré. Le taux de participation, on ne l'a pas. Ils ont eu la malchance de nous dire qu'ils vont nous donner les résultats, soit le 12, soit le 13. Hier, c'était le 12. Après 24 heures, ils n'ont rien donné. On est le 13, ça va finir. J'espère qu'ils vont donner les résultats, mais j'espère pour rien, parce que je sais que ce cafouillage-là ne peut pas mettre au monde des résultats normalement en 48 heures. C'est pas possible. Vous avez dit ça et les médias internationaux reprennent déjà que la Sénat du Bénin va donner les résultats, soit le 12, soit le 13. Heureusement, futés, ils disent, du moins selon leur calendrier, parce qu'on est sous les tropiques. Vous voyez, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Aubry Nyakadia, pourquoi on n'a pas encore le taux de participation? Je ne travaille pas à la Sénat et je ne suis pas dans la tête de Saka Lafia pour comprendre sa logique. Mais ça gêne, ça frise quelque chose que 48 heures après des scrutins, on n'ait aucune idée du taux de participation. Qu'aucune chaîne, justement, n'est autorisée, même à parler des résultats sortis des urnes, puisque la HAC l'interdit fortement. Et la seule structure habilitée à le faire, c'est la Sénat, mais silence cimetière. Dans mon quartier, vous imaginez qu'au niveau du coup primaire Todoa, où je suis allé faire le constat, les populations ont voté seulement pour les législatives. Ils n'ont pas eu de bulletin de vote pour les communales jusqu'à 11 heures. Et ceux qui n'en pouvaient plus ont demandé à voter seulement pour les législatives. Dans d'autres centres de vote, ils n'ont pas eu les bulletins pour les législatives. Il y a des partis, on n'a pas envoyé leurs bulletins aussi dans des endroits donnés. C'était une vraie pagaille organisée, surtout pour le mai où j'ai pris la peine de me balader dans les points de vote, voir, faire le constat, voir ce qui n'allait pas. Je me dis, avec ça là, est-ce que on peut s'attendre à des résultats aujourd'hui même?
je ne sais pas. Mais ça m'a fait, quand j'ai entendu, ça doit être sur Radio France Internationale qui disait des résultats qui tardent comme une pluie. Ils ont dit, justement, selon le calendrier de la Sénat. Quand vous suivez, vous sentez quand ils disent selon le calendrier, de la Sénat, c'est sous-entendu. Parce que c'est bien dit que c'est le 12, quoi, qu'on devrait donner. Donc, depuis hier, ils tournent en rond, là, qui n'ont pas eu l'information à partager avec le public. C'est dire que c'est de façon aléatoire, 12 heures après les élections. Nous sommes là. Rien ne bouge. Personne ne sait. Peut-être que tout à l'heure, nous allons prier, puisque si le délai d'aujourd'hui n'était pas respecté, ça ne ferait pas du tout sérieux. Ça ne donnerait rien. Moi, je crois que Patrice Talon ne doit pas être fier de ce que Sakala fait à lui donne comme prestation à ce poste-là actuellement. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a laissé 3 partis, c'est vrai que non, 4 partis, non. C'est peut-être le nombre qui a augmenté, qui dérange si tant la Sénat dans son fonctionnement. Puis par le passé, je sais que le lendemain des élections de 2023, on avait déjà les résultats, hein. Mais pour une fois où il y a 4 partis, ça peine vivement que les acteurs impliqués s'y donnent à fond et que d'ici le soir, nous ayons au moins une idée du taux de participation dans le pays. Vigile Arancet, le site d'information Banouto rapporte ce matin, élections législatives et communales de 2026 au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile constate une différence de taux de participation. Je lis toujours l'article de ce site. Dans une déclaration rendue publique le 12 janvier 2026, la plateforme a fait savoir que les données traitées renseignées sur une différence de taux de participation entre les 2 élections. La présidente de cette plateforme, selon ce site, croit à une préférence pour les élections législatives. Si vous aviez souvent fait attention, eh bien, la plateforme électorale que j'ai envie de saluer, hein, avait toujours fait ce travail citoyen-là, de nous donner le taux de participation. À défaut du taux de participation de la Sénat, qu'on n'a jamais atteint, on se contentait du taux de participation relevé par la plateforme. Mais il s'est trouvé que la plateforme donne un chiffre qui pourtant est similaire finalement au chiffre donné par la Sénat, que la Sénat finit par donner. Et vous vous rappelez, en 2023, ils ont même poussé l'outrecuidance jusqu'à nous noter une différence entre le taux de participation donné par la Sénat et le taux de participation donné par la Cour constitutionnelle. C'est quoi le taux de participation? Le taux de participation, c'est combien d'électeurs nous attendons, combien sont sortis. C'est le taux là qui sort. Donc il ne peut pas avoir de différence entre la Sénat et la Cour constitutionnelle. Il ne peut pas avoir de différence. Mais en temps ici, la Cour constitutionnelle invalidait. Même si elle invalide, la personne est sortie voter oui ou non. C'est ça. Ce que la Cour invalide, c'est tu as mal voté. Il a eu fraude dans tel bureau de vote. Le taux de participation, je répète, c'est combien on attendait, combien d'inscrits il y a. Sur le nombre d'inscrits là, combien sont sortis voter. Ils ont bien voté, ils ont mal voté. Est-ce qu'ils sont sortis? Donc, est-ce que raisonnablement ça peut changer? Logiquement, ça peut changer. Ça ne peut pas varier. Ça ne peut pas varier. C'est pourquoi c'est facile à donner. Parce que ça n'a pas besoin de calcul. C'est pourquoi c'est les chiffres qu'on donne en premier. Donc, dans quelle intention on fait le procès à la plateforme de donner ce chiffre-là chaque année qui peut-être, je ne sais pas si la plateforme ne donnait pas ce chiffre-là, eh bien, le chiffre de la Sénat aurait été différent. Je n'en sais rien. Mais, eh bien, pour ce que j'ai eu comme retour, c'est que avant de pouvoir avoir leur accréditation pour continuer à faire leur activité, cette activité de suivi des élections-là, eh bien, on a dû leur mettre la pression pour qu'il n'y ait plus ça, pour qu'ils ne donnent plus ces chiffres-là. C'est pourquoi il parle de différence. Différence. Que comprenez-vous par différence de taux de participation? Différence, je crois, avec ce que vous avez lu, c'est qu'il y a une différence. Entre. Il a une préférence pour les élections législatives. Ce qui est bizarre, parce que si je prends Porte-Novo, où moi j'ai voté, à Porte-Novo, vous n'avez pas le choix, ils ne nous ont pas laissé le choix. Quand vous arrivez, on vous donne d'abord le bulletin des élections communales. Et c'est ça que tu votes. D'abord, tu reviens, tu mets dans l'urne et on te donne le bulletin des législatives et tu vas voter également. Maintenant, tu viens prendre caché l'encre indélébile à la main
Voilà. Tu ne peux pas quitter chez toi. En tout cas, ce qu'ils ont fait dans l'OME, tu ne peux pas quitter chez toi, dire non, moi je suis venu voter seulement pour les législatives. Ils vont te laisser partir. Donc le taux de participation, ça va être normalement, dans ce cas-là, le même taux pour les 2 élections. Donc si la plateforme trouve de différences, ça veut dire que ce que j'ai décrit maintenant, ils ne l'ont pas fait dans tous les départements. C'est ce que ça veut dire. Et moi, j'ai trouvé que c'est même astucieux d'avoir mis d'abord le bulletin des communales dans les mains des gens avant d'aller au législatif. Pourquoi? Parce que là où visiblement ou indéniablement il y a eu d'exclusion où les gens ont moins de choix, c'est les communales. 3 partis en liste. Législative, 5 partis. Si mes 2 partis pour lesquels je veux voter, je suppose, qui sont en liste pour les législatives, je ne les trouve pas dans les communales, je peux dire je ne vote pas. Je ne suis pas sorti pour eux, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, ce qui s'est passé. Malheureusement, et ça, je vais le dire gravement, vous savez, dans les organisations de la société civile, il y en a qui sont militants, qui sont de conviction, qui courent les principes, les valeurs et tout. Mais il y en a beaucoup, et ils sont la majorité, qui sont comme des fonctionnaires, qui, à chaque élection, se disent, bon, voilà, l'élection est là, nous allons pouvoir aller voir les partenaires, prendre des ressources, organiser telle activité. Parce que, je le dis parce que, s'ils ne sont pas majorité, si ce n'est pas ça qui s'impose, on pourrait faire les choses autrement. Puisque c'est l'intérêt général, vous pouvez expliquer, vous pouvez obtenir, faire la pression et obtenir. La société civile, c'était plus que ça. Ces organisations-là, elles sont où? Elles sont passées où dans le pays? Depuis le code, tout ce qu'on dit là. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, on a parlé, personne ne nous écoute. Avant, ils ne parlaient pas seulement pour aller se coucher. Quand hier, on les écoutait. Ils faisaient pression pour obtenir. Moi, je les ai suivis de force l'épi. Je dis bien force l'épi. Avant que ça ne devienne ceci, cela. Avec les ordres, la date. C'est ça qu'ils faisaient. C'est pas ça qu'ils faisaient. Ils mettaient beaucoup de pression. Je me rappelle l'autre Saka, qui a été directeur général de la CEB à Lomé. J'avais Sika Karimou. Comme ils lui ont fait voir des couleurs. Non. Pourquoi il va en être ainsi aujourd'hui? Mais le cadre a changé, non? Parce que oui, le cadre a changé, le contexte a changé. C'est un peu de force qu'on met dans les choses. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. C'est comme, je ne sais pas, un homme qu'on pousse et qui tombe avant même d'avoir été touché, comme s'il en cherchait. Non, c'est pas possible. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Si bien que ce comportement est une complicité de ce qui nous arrive de ce mal. Aubry Nyankada, vous pensez que la société civile ou la plateforme de la société civile qui supervise ces élections, elle est complice avec le pouvoir syrie? Jusqu'à présent, on n'a pas de taux. On parle d'une différence de taux, pas de chiffres. Moi, je pense qu'ils ont raté une occasion pour se taire. Puisque quand on nous parle d'une différence, c'est par rapport à quel taux? La différence se situe à quel niveau? C'est 8%, c'est 2%. Ils auraient dû se taire. Quand on n'a pas envie de parler ou quand on n'a pas une information à partager avec le grand public, il vaut mieux se taire. Ce qu'ils ont déclaré est un aveu de complicité. C'est un aveu de complicité puisque la Sénat, eux, sont censés mettre la pression sur la Sénat pour que, dès les premières heures, en tout cas pour ce que nous avons vu partout, au fur et à mesure que le scrutin évolue, en mi-journée déjà, sous d'autres cieux, on dit le taux de participation est déjà à tel niveau. Et au fur et à mesure, à la fin du scrutin, on a le temps d'ajuster. Le lendemain, elle est officielle. Non seulement ils n'ont pas pu donner, mais ils nous parlent d'une différence, d'une préférence. Bon, peut-être qu'il y a des partenaires qui ont mis leur sous, ils doivent parler pour leur montrer qu'ils sont allés sur le terrain faire quelque chose. Mais ça, c'est du grigouillage. Sinon, ils auraient dû se taire. Et on sait qu'on a personne qui défend les intérêts d'un Béninois. On se plaît à ce que la Sénat va nous dire. On prend ça comme une vérité d'évangile. C'est mieux. Parce que celle-là, moi j'ai vu, Vigile le rappelait tout à l'heure, j'ai vu les Holden Aladati, aujourd'hui politiques, au front pour défendre les acquis, surtout en matière d'élection. C'est le lieu de rendre un témoignage poignant, un vibrant témoignage au moins à Ricard Madougou pour la cause des élections. Ceux-là donnaient tout, moyen, leur nuit, leurs relations, on mettait tout en branle pour que on peut jouer, on peut surfer sur des détails, mais dès le lendemain, le peuple béninois, c'est déjà le taux de participation. Tout au moins, ils ont fait un communiqué pour ne rien dire. Vous verrez que dès que la Sénat donnera son taux, ils viendront appuyer pour dire c'est vrai. Il n'y a pas grande différence entre ce qu'eux ont constaté sur le terrain et ce que la Sénat a dit. Ils ne diront rien
qui contredisent justement. Ce n'est pas que nous soupçonnons la Sénat de vouloir dire autre chose que ce qui s'est déroulé. Mais au moins, quitte à eux de faire leur devoir, puisqu'il y a des partenaires qui mettent leurs sous pour les Béninois. Ce n'est pas pour eux d'ailleurs, c'est pour nous faire du bien. Ils ont été incapables de se taire. Ils sont allés sur le terrain, mais pour revenir nous parler de différence de taux, un taux inconnu, un taux fantôme, ça ne fait pas du tout sérieux. Ça ne fait pas du tout sérieux. Loin de ce taux que vous jugez de fantôme, Vigile Avancé, Matin Libre nous propose le décryptage des premières tendances. Et pour ce quotidien, la tendance qui se dégage généralement, c'est que le parti Union Progressiste, le Renouveau, vient en tête, qu'il s'agit des élections communales ou législatives. Partagez-vous cette tendance que nous propose Matin Libre? Moi, je n'ai pas le privilège d'être la Sénat, de travailler à la Sénat, d'avoir été de l'organisation de cette élection. Donc, je ne peux pas contredire Matin Libre, je ne peux pas non plus confirmer ce que le journal a relevé. Voyez-vous. Mais proche de vous, dans votre circonscription électorale, est-ce que cette tendance que rapporte Matin Libre est proche de la tendance que vous avez vécue? Bon, vous savez, je disais déjà même avant l'élection, je vous parlais du contexte. Le contexte sur, je ne sais plus, depuis 2019 en tout cas, est tel que le fait qu'il y ait eu sur plusieurs élections une certaine exclusion, vous pouvez me dire que c'est sur la base des textes, c'est pas ça qui est important, une certaine exclusion, qu'il n'y ait plus d'inclusivité, qu'il n'y ait plus vraiment de compétition, où on voit clairement, voilà, ceux qui proposent autre chose que le pouvoir. Le fait qu'il n'y ait plus cette possibilité de choix dans les élections, eh bien, ça construit dans l'entendement populaire qu'il n'y a de politique et de partis politiques, d'acteurs de partis politiques que l'UP et le BR. Je le dis en toute sincérité, je le dis après constat. Si vous n'y croyez pas, pour l'exemple que je connais, venez dans l'Ouémé. Dans l'Ouémé, allez dans la vallée de l'Ouémé, vous allez voir que les partis en compétition, c'est l'UP, c'est le BR. C'est ça que les gens connaissent. Il n'y a pas de représentants ou d'interlocuteurs des démocrates. Oui, cela avait commencé, comme j'avais commencé à le dire, quand les gens ont eu l'illusion de quelques heures, quelques jours, que le duo des démocrates allait être accepté pour la présidentielle. Des cellules avaient commencé par être mises en place, des petits groupes ont commencé par de l'opposition pour dire nous on n'est pas d'accord, on se met contre ceux qui étaient là. Mais dès que le château s'est écroulé de ce côté-là, eh bien, tout s'est rangé. Et on est revenu à la dualité UP-BR. Donc c'est d'abord ça qu'il faut pouvoir expliquer aux gens avant de dire, bon, la tendance générale, c'est ça. Donc c'est d'abord ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont pu taire toutes les autres velléités politiques opposantes à eux, ou ils l'ont fait de manière loyale. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parce que sur plusieurs élections, l'effet que ça a généré, c'est que il n'y a que. C'est ça. C'est comme ça. Donc c'est d'abord ça. Et puis l'autre chose, ils ont tellement réussi, les deux partis avec le pouvoir, ils ont tellement réussi que, je ne sais pas si vous avez fait le constat, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais les démocrates ne se sont pas fait représenter même dans certains bureaux de vote. Ce qu'ils ont fait en 2023, ils ont remis ça. Est-ce qu'il faut les accuser? On a reçu ici Eugène Azatassou qui dit que ils n'ont pas de l'argent. Ils n'en ont pas. Ils en ont été privés, même ce à quoi ils ont droit, qu'ils en ont été privés. Ils en ont été privés. Le financement des partis politiques, ils n'en ont pas eu. Même ce à quoi Boni Yahi aurait droit en tant qu'ancien président de la République, qui ne percevrait pas. Donc, dans ce contexte-là, vous vous dites, est-ce que ceci est fait pour cela? Fait pour cela ou pas, le résultat, c'est ça également. C'est le terrain libre que vous avez constaté et ceci a expliqué aussi cela. Donc, oui, ce que vous dites, l'UP a affirmé, disons, sa suprématie, oui, dans les communes de l'Ouémé, c'est effectivement ça. Globalement, ce qui se dégage avant les résultats définitifs. C'est globalement ce qui se dégage. L'UP a affirmé sa suprématie. Dans le Zou également, l'UP a affirmé largement sa suprématie. Je n'ai pas les nouvelles du COFO, mais ça m'étonnerait que l'UP ait de recul. Au contraire, il va conforter encore sa position dans toutes les communes du COFO et probablement dans le mono. Par contre, quand vous allez dans le septentrion, c'est plutôt l'inverse.
c'est le BR et les démocrates. Le P absent. Donc, globalement, voilà, disons, comme la situation se présente. Aubry Nyankadja, vous partagez cette tendance que nous propose Matin Libre? J'avoue que je ne suis pas dans le secret des compilations à la Sénat, mais sur le terrain des recoupements, il y a le BR qui s'est taillé la part du lion dans tout le Nord, suivi automatiquement des démocrates qui sont sortis aussi voter massivement pour leur parti. Dans l'OME, l'UP presse dans beaucoup de bureaux de vote, sauf un peu dans Doha, Koramboy, quelques endroits où j'ai vu le BR, les talonnés. Il n'y a pas une trop grande différence, puisque dans le premier arrondissement de Porte-Novo, comme dans le deuxième, le BR a dicté sa loi, comme c'est pas permis. Donc je veux dire, les deux partis siamois finiront premier et deuxième. Les démocrates n'ont pas fait de grandes prestations dans l'OME. Et j'ai aussi fait le constat que dans beaucoup de bureaux de vote, ce parti n'a pas envoyé de représentants. Lorsqu'on appelait les représentants pour venir signer, on dit qu'ils n'ont pas envoyé. Est-ce que c'est un aveu d'échec ou c'est vraiment les moyens qu'ils n'ont pas? Je ne sais pas. L'UP, le renouveau, n'a pas confirmé les dires d'un député. J'ai vu un député très zélé et qui disait qu'au soir du rejet de révision de la Constitution, que son parti allait tout prendre, son parti n'a pas tout pris. Le BS s'est taillé sa part du lion aussi dedans. Et on ne connaît pas l'issue de ce que donnera le vote des démocrates. Est-ce qu'ils réussiront à avoir les 10% ou c'est 20%, je ne sais plus. 20%. 20%. Est-ce qu'ils réussiront à l'avoir? S'ils réussissent à l'avoir, c'est qu'il faudra compter sur eux dans tout le septentrion où ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vigile Arancière, embuscade au niveau des démocrates selon certaines circonscriptions ou dans certaines circonscriptions électorales selon le quotidien Matin Libre. Les sièges ou les circonscriptions dans lesquelles on voyait plutôt les LD émerger, cette fois-ci la mayonnaise n'a pas pris. On prend l'exemple de Cotonou. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà les chiffres de Cotonou, parce que, disons, c'est difficile de l'affirmer. Moi, les nouvelles que j'ai, ce n'est pas ce que vous affirmez, par exemple. Les nouvelles que j'ai à Cotonou, de Cotonou du moins, c'est que les partis de la mouvance sont en difficulté. Et l'une des circonscriptions où les deux partis, UPBR plus Mouel Bénin et FCBE, dans leur accord de coalition, pourraient ne pas avoir 20%, m'a-t-on dit. Ou, voilà, c'est Cotonou par exemple. Donc c'est difficile d'affirmer encore quelque chose. Et le vrai enjeu, c'est ça. Est-ce que les 20% vont être appliqués ou bien, puisque passer à côté, eh bien, on va plutôt laisser la réponse, la solution dégagée par la Cour constitutionnelle. C'est à ça qu'on est confronté. Il y a une chose qui est claire. D'après les premiers chiffres qu'on a sur presque toute l'étendue du territoire national, il y a deux outsiders déjà. Il y a Mouel Bénin et il y a FCBE qui n'iront pas au Parlement. Oui. Visiblement. Ça, au moins, c'est clair. C'est clair. Voilà, c'est clair. Il va rester BR, UP et puis LD. LD va-t-il pouvoir empêcher dans au moins une circonscription les deux autres partis d'avoir les 20%? Si cela arrive, c'est que LD irait au Parlement. Parce que n'ayant même pas fait score extraordinaire, au moins dans certaines circonscriptions, LD a tiré son épingle du jeu et mérite d'avoir de députés. LD, au moins dans toutes les circonscriptions, probablement, ou si cela était ainsi, si LD a au moins 10%, LD irait à l'Assemblée, même si il n'a pas 20%, puisque les deux autres partis ayant aussi raté les 20%. Donc si au moins il a 10%, dans ce cas-là, il irait à l'Assemblée. Et ce schéma est plus probable. Sauf si, au finish, les deux partis, à eux seuls, ont pu avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Donc c'est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir dire le chiffre. Quel que soit le chiffre, si la source n'est pas la Sénat, ça ne comptera pas, ça ne compte pas. Au-delà même de la Sénat, il y a la Cour constitutionnelle aussi, n'oublions pas. Au-delà de la Sénat pour les élections communales, il y a la Cour suprême également. Maintenant, ce qui a joué aussi, qui a joué contre l'opposition également, les démocrates, oui. Eh bien, c'est la non-participation aux élections communales. Même comme ils ne participaient plus à la présidentielle, si au moins ils avaient été autorisés, s'ils étaient dans la compétition pour les communales, le score ne serait pas celui-là.
Je le dis pourquoi? Parce que vous allez observer que pendant la campagne, les partis qui se sont mieux illustrés, ce sont les partis qui allaient au communal. Parce que eux, ils avaient déjà une équipe, ils ont des équipes à la base qui ont travaillé d'arrache-pied. Parce que à la base, les gens sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux candidats aux élections communales et ils travaillent. Et qui travaille pour les élections communales, travaille pour son parti, travaille déjà pour les législatives pour son parti. C'est ça ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé aussi, ce qui est arrivé aussi, et ça, ce n'est pas la faute directement, on va dire, du pouvoir, c'est le leadership. On peut tomber malade à tout moment. Du moins, officiellement, on nous a dit que le président des démocrates, Boni Yahi, est malade. Bon, vous dites ça joliment, il est allé à une retraite sanitaire. D'accord? Bon, ça aussi, ça a compté. Pendant la campagne, on ne l'a pas vu sur le terrain, les populations ne l'ont pas vu. Donc, pour les démocrates, les militants démocrates, il y a vraiment élection. Est-ce que ça vaut la peine? Voyez-vous? Et cela n'a pas manqué. Ils ne sont pas allés sur le terrain comme les autres. Ils n'ont pas pu organiser. Normalement, ce n'est pas à chacun, dans sa circonscription, ce n'est pas à chaque candidat d'organiser les représentants dans les bureaux de vote. Non. C'est le parti qui organise ça. Avec l'appui, bien sûr, des candidats. Mais ce n'est pas une charge à abandonner aux candidats. La preuve, c'est ce que ça a donné, à savoir que, eh bien, il n'y a pas eu de représentants dans tous les bureaux de vote. Alors que vous savez que cela a joué contre vous en 2023. Donc, Boni Yahi, comme on dirait trivialement, on connaît pour lui, on sait pour lui, il était malade. Mais ça a rendu tout le parti malade. Ajouté à tout ce qu'ils ont vécu depuis jusqu'à Eblibou et tout. Voilà. Oubri Inyakadia, les démocrates, est-ce qu'ils ont percé à Porte-Nouveau? Vous avez fait ce constat, vous? Fiji l'a souligné. Il faut partie de l'organisation de ce que nous appelons aujourd'hui parti gagnant, tout le monde dit l'UPR. L'UPR, à la base, a maintenu des délégués du PRD. Le PRD avait la quasi-totalité des délégués dans la ville de Porte-Nouveau. L'arrivée de l'UPR, ils ne les ont pas enlevés. Et ces délégués savent que c'est en travaillant. On leur a dit, si vous travaillez à ce que le parti remporte dans votre zone, on vous garde toujours à vos postes. Il n'y a que les CA savent que s'ils travaillent très bien dans leur arrondissement, ils seront maintenus à leur position. Vous comprenez? Donc il y a toute une chaîne organisée où chacun est allé au contact de ses parents, de ses militants, de ses amis, ce qui n'est pas le cas chez les démocrates. Ils ne comptaient que sur Dieu et sur les rares qui espèrent toujours en ce regroupement politique. Beaucoup sont sortis au niveau du bureau de vote de mon quartier. Il y a eu 70 bulletins nuls pour les communales. Et il y a eu 70 bulletins au niveau d'un poste de vote. Au niveau du même poste de vote pour les législatives, il y a eu 70 votants pour le parti LD. C'est-à-dire, ils ne voulaient donner leur voix à personne, mais comme il fallait voter forcément, ils ont tous voté nul. Vous imaginez que si c'était un candidat seulement qu'ils avaient à ce niveau-là, ce candidat bénéficiait déjà de 70 votes. Ils avaient un CA, ce CA apportait un plus pour eux. Donc, il n'y avait pas d'enjeu pour ces gens-là. Ils n'avaient pas de représentant, ils n'avaient pas de moyens. Et vous, dans votre quartier, les gens ont compris. Ailleurs, les gens pensaient que parce qu'ils ont le bulletin, il faut nécessairement choisir un des logos. Et c'est ce que les gens ont fait. Ils ont choisi un parmi les 3 logos qu'on leur a affichés pour les communales. Il en a beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec nos populations par endroits analphabètes, c'est ce qui a été fait. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de savoir qu'on peut rendre le bulletin nul en mettant le cachet, par exemple, sur tous les logos. Donc c'est un peu ça. C'est une pensée qui ne doit pas surprendre. C'est une pensée. Ce qui doit même surprendre, c'est le score du BR dans des bureaux de vote. Le BR qui n'était pas un très grand parti. Quand on dit BR, dans l'entendement populaire, ça sonne le Nord. On sait que c'est à partir de Keto, Savet. Le BR a véritablement prouvé son existence dans la ville de Porte-Nouveau. Donc je pense qu'après ces législatives et ces communales, qu'il y aura une reconfiguration. Plus de talent aussi est finissant, comme j'aime le dire. Talent est en train de finir. Une nouvelle classe politique va se former désormais et on espère que cette classe permettra aux Béninois de retrouver la chaleur électorale, cette joie d'aller aux élections, de choisir son candidat et de le voir, c'est-à-dire voir la vérité des unes, connue de tous, être dit par les structures habilitées à le dire. Vigile avancé, toujours avec Matin Libre, FCBE, Moël Bénin, encore des efforts à fournir selon ce quotidien. Oui, quand on est gentil, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Moi, Moël Bénin, je salue leur effort.
Ils n'ont certainement, je sais pas, c'est trop tôt de savoir s'ils ont progressé ou pas, mais probablement ils savaient que ils ne vendraient pas très cher leur peau, mais ils ont choisi quand même aller et ils ont passé leur message. Parce que pour une élection, on ne va pas toujours pour gagner. Mais ceux qui me font pitié là, ce sont les 10 opposants, les FCBE. FCBE qui claironnent qu'ils sont le plus grand parti de l'opposition et nous font, nous, journalistes, le reproche de dire que LD est le principal parti de l'opposition. Ah, mais ils ont grandi, hein. Vous avez vu comme ils sont costauds face aux autres, aux adversaires. Donc, c'est complètement ridicule. Hein, vous avez raison de rire. Mais bon, vous dites, ils sont pas mécontents de leur performance, hein. Je vous assure, ils sont pas du tout mécontents de leur performance. Parce qu'ils ont gagné avant d'avoir été aux élections. Ils ont gagné. Ils ont les privilèges d'un parti de l'opposition. Le reste, là, bon, la honte, là, ils l'ont déacheté. La honte dont ils sont couverts aujourd'hui, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils avaient déjà signé de contrat pour ça. Aubry Nyankadja va sortir de ce studio par vous. Le score de ces deux partis, Moël Bénin et FCBE. Non, moi, en tout cas, pour ce que j'ai constaté, dans Porto Novo, c'est difficilement, vous lisez 8, 4, 3, tu sens que c'est les représentants qui ont voté. Eux, ils peuvent pas, c'est-à-dire même Cataclysme, ils peuvent pas trouver 10% dans le, c'est pas possible. Donc, ils sont venus faire leur figuration. Et c'est le moment de saluer le courage de Paul Nkwe, qui pense qu'il a des leçons à donner à des journalistes. Nous, on l'a vu ici, on sait comment il a atterri à la politique, on sait comment il est allé aux élections. Et lui-même sait qu'il ne pèse rien à côté de LD et tous les autres partis. L'opposition, lui, pense qu'aujourd'hui, il peut revenir dire que on va réviser. S'il était élu, il allait réviser la constitution. Il dormait où quand tout ça là a été fait dans le pays. Je pense que quand on n'a rien à faire, comme j'ai dit, vaut mieux se taire. Et les jours à venir, s'il a encore un peu de pudeur, qu'il évite de s'adresser à la presse en pensant qu'il a des leçons qu'il peut nous donner. Nous on le connaît suffisamment. Merci à vous. J'espère qu'à Lobogo, hein, il a réussi à trouver 10 votants là-bas. Il a réussi à trouver 10 votants. Il a fait tous les efforts du vote pour avoir 10 votants. J'espère qu'il va tirer son épingle du jeu à Lobogo dans la commune de Bopa, son arrondissement d'origine Lobogo. Merci à vous, Vigile Avancé. Aubry Nyankadja, que dit la presse? C'est fini pour ce numéro. Retrouvez-nous encore demain. 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 Retrouvez-nous encore demain.